Le général de Gaulle avait laissé prévoir que le moment venu, il s'engagerait à fond. C'est chose faite avec son dernier discours, dans lequel il a fixé sa position sur l'Algérie. L'Algérie de demain, telle qu'elle sera décidée par l'autodétermination, peut être faite ou bien avec la France, ou bien contre la France. Si cela devait être la rupture hostile, eh bien, nous ne nous acharnerions certainement pas à vouloir rester auprès de gens qui nous rejetteraient, ni engouffrer dans une entreprise sans issue et sans espoir nos efforts et nos milliards, dont l'emploi est tout trouvé ailleurs. Nous laisserions à elle-même l'Algérie, tout en prenant, bien entendu, les mesures voulues pour sauvegarder ceux des Algériens qui voudraient rester français, et d'autre part, nos intérêts. Mais si, au contraire, comme je le crois de tout mon cœur et de toute ma raison, il s'agissait d'une Algérie où les deux communautés, musulmanes et françaises de souche, coopéreraient avec les garanties voulues, alors nous fournirions à son développement matériel et humain l'aide puissante et fraternelle que nous seuls pouvons lui donner. Lorsqu'il prend son petit déjeuner au départ du Paris-Amsterdam, l'un des Trans-Europe Express qui l'emporte à 140 à l'heure, le voyageur songe-t-il au chemin parcouru depuis le Paris Saint-Germain du siècle dernier. C'est que, poursuivant son effort de modernisation, la SNCF a fait sien les deux mots d'ordre de notre temps, vitesse et confort, en s'adaptant aux besoins des usagers. L'homme d'affaires, notamment, grâce aux principales relations rapides qu'elle lui offre, a aujourd'hui la possibilité de voyager sans prendre sur son temps. C'est dans cet esprit que sur la ligne électrifiée Paris-Lille, à la rapidité et au confort se sont ajoutées les facilités du téléphone. À tout instant, un voyageur peut ainsi entrer en communication avec n'importe quel abonné du réseau général. Mais la SNCF n'en néglige pas pour autant les possibilités touristiques offertes par certains parcours. Les nouveaux autorails panoramiques à traction diesel qui roulent à 120 km/h dans des conditions optimales de confort ont inauguré dans les régions les plus propices l'ère du tourisme en chemin de fer. Dans les activités quotidiennes les plus banales, le geste le plus innocent en apparence peut avoir des conséquences graves. Des objets oubliés, des sols mal entretenus ou glissants sont quelques-unes des raisons qui font que chaque année en France, un accident du travail sur 4 est imputable à une chute, car il n'est pas nécessaire de tomber de bien haut pour aller à l'hôpital. Autrement plus graves cependant sont les chutes qui menacent ceux qui ne travaillent pas au niveau du sol. Combien de faux pas aux conséquences douloureuses pourraient être évités si tous les camions-citernes, par exemple, disposaient d'une simple plateforme. Mais que dire de ceux qui travaillent en plein ciel? Une chute de 20 mètres, c'est avec certitude la mort. Ici, la moindre négligence dans le dispositif de sécurité ou dans les conditions de travail relève du crime ou du suicide. Il importe que tous les dispositifs de protection, et en particulier les garde-corps, soient très soignés dans leur construction et maintenus en bon état. Même s'il n'est pas mortel, un accident sur 4, c'est trop. Il appartient à chacun dans l'entreprise de participer à la suppression des causes de chute. Ne nous fions pas aux apparences, une chute, ça n'est pas forcément aussi drôle qu'on le croit. L'Amérique a maintenant fait son choix. Mais jusqu'aux dernières heures, en dépit de tous les pronostics, la décision est restée en balance. À Nixon, que le président Eisenhower appuyait de tout son crédit, New York a fait dans les formes traditionnelles un véritable triomphe. Par ailleurs, à l'autre bout du continent, le leader du Parti démocrate, le dynamique John Kennedy, que ses supporters appellent familièrement Jack ou Jackie, a drainé les enthousiasmes. Jack contre Dick, Dick contre Jack, dernières heures d'une lutte qui fut chaude, souvent passionnée et parfois même fertile en coups bas. La Maison-Blanche va donc avoir un nouvel hôte.
et le président Eisenhower se prépare à abandonner son fauteuil le 20 janvier prochain. La Fondation de la Vocation, qui a pour objet de permettre à des jeunes gens de suivre la route de leur choix, a décerné ses premières bourses. Armand Salacrou, un homme de théâtre, et Marcel Bleustein-Blanchet, un publiciste, entre autres, ont remis à 7 jeunes filles et 10 jeunes gens le chèque d'1 million d'anciens francs qui leur permettra de se lancer dans la carrière à laquelle ils se sentent appelés. Premier chapitre d'une œuvre qui peut être importante dans la promotion sociale. À pas lent sans doute, mais sûr peut-être, l'Europe se réalise. Qui eût dit naguère que des soldats allemands viendraient manœuvrer en France? C'est cependant le fait d'aujourd'hui. Sous le signe de la coopération atlantique, près de 3000 Allemands ont débarqué avec armes et bagages à Mourmelon et Sissonne, devenus pour eux, au même titre que pour nombre de Français, ville de garnison. Car il doit y avoir, même sous le signe de l'OTAN et dans le cadre des forces européennes, une version allemande de l'ami Vidas. Et l'on saluera comme un signe de l'Europe enfin rassemblée, cette levée des couleurs où s'unissent 2 pavillons. Voici les premières images d'une naissance qui a fait à travers le monde la joie des cœurs sensibles. À la maternité de Téhéran, l'enfant de Faradiba est né. Ce joli garçon porte le nom de son grand-père, Reza, et celui du fondateur de l'Empire perse, Cyrus. La population de Téhéran, à l'annonce de la nouvelle, est accourue, et le docteur Saleh, qui donna ses soins à l'heureuse mère, a failli succomber sous les félicitations. À tel point qu'on a dû faire donner les arroseuses pour rafraîchir un peu l'enthousiasme. Au palais de Westminster, siège de la démocratie britannique, se sont déroulés selon la tradition les rites de l'ouverture de la session parlementaire. Rites immuables, façonnés par plusieurs siècles. Sa Majesté Élisabeth II, dans l'apparat souverain qui aujourd'hui est unique au monde, a fait son entrée, couronne en tête, et accompagnée du duc d'Édimbourg en uniforme d'amiral. Dans la salle des séances où étaient réunies la Chambre des Lords et la Chambre des Communes, elle a pris place sur le trône séculaire. Le Parlement s'est alors ouvert à M. Macmillan et aux membres du gouvernement. Session ouverte. L'Angleterre continue. L'automobiliste parisien ne peut plus être pressé. S'il arrive encore à circuler, il n'est plus certain de pouvoir s'arrêter. Trouver une place pour stationner est aujourd'hui un exercice qui tient de la ronde infernale et du jeu de hasard. Cela peut demander un quart d'heure, mais aussi bien davantage. C'est devant cette situation qu'ont réagi certains esprits réalistes, mettant au goût du jour l'adage populaire « un bon tien vaut mieux que 2 tu l'auras ». Avec 3 planches, certains de ces esprits malins s'assurent une place qu'ils retrouveront. Notez que 2 jerrycans font aussi l'affaire. Voire une charrette de charbonnier. La peinture rouge du stationnement interdit a un inconvénient, mieux vaut l'effacer pendant le stationnement. Aussi voit-on parfois lui préférer un autre système d'interdiction, le disque, parfaitement amovible et parfaitement illégal. Détail curieux, dans ce domaine, l'imagination ne manque pas de ressources. Dernier point, ça n'est pas un conseil du préfet de police.